Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau cours consacré toujours à l'anatomie du système squelettique humain. Avant de commencer, je tiens à remercier du fond du cœur les 560 personnes qui ont rejoint la page Facebook consacrée à YouTube Kiné, ainsi que 57 personnes qui se sont abonnées sur la chaîne YouTube. Donc si vous ne vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire à la fin de cette vidéo. Ce nouveau cours sera consacré aux deux os restants composant l'articulation de l'épaule, à savoir la clavicule et la scapula, ou bien l'omoplate dans le langage courant. La réunion de ces deux os forme ce que l'on appelle la ceinture scapulaire. Pour la définir de façon exacte, on peut dire qu'elle est composée et formée de façon symétrique de deux clavicules et de scapula, plus l'ensemble des muscles connecteurs animant la grande mobilité de ce dispositif dont la fonction principale est de rattacher le membre supérieur à la cage thoracique et à la colonne vertébrale. Mais avant d'anatomiser les composants de la ceinture scapulaire en profondeur et de façon analytique, je préfère vous faire part de cette magnifique définition, presque poétique à mon sens, que j'ai croisée sur le site de la faculté de médecine Pierre et Marie Curie qui dit: la ceinture scapulaire représente un axe horizontal de mise en rapport avec l'extérieur dont la possibilité d'action sur les objets et l'environnement, avec les fonctions essentielles de préhension et de manipulation, ainsi que dans sa participation à l'expression et à la relation par la gestuelle, quasi indissociable de la mimique et par le toucher. La clavicule. La clavicule est un os pair en forme de S, provoquant ainsi sa grande fragilité. Elle se situe entre la scapula et le manubrium sternal. Elle possède deux faces, donc une face supérieure palpable sur toute sa longueur, où on peut distinguer la présence de deux tubercules. Le tubercule deltoïdien, lieu d'insertion du faisceau antérieur du muscle deltoïde, et le tubercule du trapèze, lieu d'insertion de la terminaison du faisceau inférieur du muscle trapèze. À savoir aussi que la terminaison du faisceau supérieur du muscle trapèze se trouve sur un tiers latéral de la clavicule également. Mais nous laisserons tout ce qui est myologie en détail dans les prochains cours consacrés à ce sujet. Au niveau de la face inférieure, on voit apparaître plus de relief qu'au niveau de la face supérieure, et on peut distinguer en partant du côté latéral vers le médial la présence de la ligne trapézoïde, le tubercule conoïde, le sillon subscapulaire et finalement l'empreinte du ligament costoclaviculaire. Vu que la clavicule possède du coup deux faces, naturellement elle doit posséder deux bords, un bord antérieur et un bord postérieur. Elle possède également deux extrémités articulaires. Nous avons l'extrémité médiale qui s'articule avec le manubrium sternal et le premier cartilage costal. C'est une articulation en selle, ce qui fait d'elle le seul os reliant le membre supérieur au tronc par l'intermédiaire d'une vraie articulation, vu que l'autre lien n'est qu'une pseudo-articulation permettant le glissement de la scapula sur la cage thoracique. L'extrémité latérale, quant à elle, s'articule avec le processus acromial de la scapula. C'est une articulation plane, ce qui fait que cette extrémité n'est pas considérée comme une épiphyse. Et c'est pour cela que nous appelons la clavicule un os à une seule épiphyse. Comme le démontre le schéma suivant, nous voyons que la clavicule elle s'aplatit de plus en plus lorsqu'on s'approche vers le côté latéral. Donc son extrémité médiale elle est beaucoup plus grosse, mais son extrémité latérale elle est beaucoup plus plate, mais plus large naturellement. Et là vous voyez donc les trois coupes concernant la clavicule. Nous avons une coupe sagittale par rapport à l'extrémité latérale, une coupe sagittale par rapport à sa moyenne, au niveau de sa moyenne, et une coupe médiale par rapport à son côté médial et à son extrémité médiale. La scapula. La scapula est un os pair, vu que nous possédons une scapula gauche et une scapula droite. Elle est également l'élément postérieur de la ceinture scapulaire. Elle est postérieure aussi par rapport au thorax, et plus précisément dans la région supérieure et latérale du thorax.
allant de la 2e à la 7e côte, voire jusqu'à la 8e côte dans certains cas. S'articule avec la clavicule par l'intermédiaire de l'acromion, qui est, comme nous l'avons cité un peu plus tôt, une articulation plane, et avec l'humérus par l'intermédiaire de la cavité glénoïde, qui est une énarthrose citée dans le cours précédent, expliquant ainsi la grande mobilité de l'épaule. Elle est également concave vers le devant. La scapula est un os plat et asymétrique de forme triangulaire, où on peut dire qu'il a une forme de poire vers le dehors, vers le côté latéral, là où se trouve sa cavité glénoïde. De façon rapide, et ensuite je vais rentrer dans les détails, la scapula possède 2 faces, 3 bords, 3 angles et 3 fosses. La face antérieure, elle est concave. Elle est composée majoritairement d'une large fosse appelée la fosse subscapulaire, lieu d'insertion du muscle subscapulaire. Cette fosse est parcourue par des crêtes, 2 à 3 généralement, qui correspondent à l'insertion des lames tendineuses du muscle subscapulaire. Quant à la face postérieure, elle est séparée en 2 parties par un processus épineux. La première partie, qui est la partie supérieure, elle correspond à la fosse supraépineuse, lieu d'insertion du muscle supraépineux, et une fosse inférieure plus large que la première, et qui est le lieu d'insertion du muscle infraépineux. A noter que le muscle infraépineux et subscapulaire plus le muscle supraépineux sont des muscles appartenant à un dispositif musculaire de l'épaule nommé la coiffe des rotateurs. Plus que ces 2 faces, la scapula possède 3 bords. Le bord médial, qui est le bord le plus long des 3, dont la tangente forme un angle de 3 degrés par rapport à l'axe spinal. Et il s'allonge de la 2e à la 7e côte, voire jusqu'à la 8e côte. Le bord supérieur, dont l'axe forme un angle de 30 degrés par rapport à l'axe horizontal, ce qui explique d'ailleurs la présence d'une rotation interne de l'humérus, y compris lors de l'élévation du bras. On note également qu'au niveau du bord supérieur, l'implantation du processus coracoïde en forme d'un doigt semi-fléchi, ainsi que la présence d'un creux appelé l'incisure scapulaire, lieu de passage de l'artère et du nerf suprascapulaire. Et au final, un bord latéral dont la réunion avec le bord supérieur donne naissance à la cavité glénoïde, en forme de poire au niveau de l'angle supéro-latéral, à peu près aux alentours de la 4e côte, où la scapula s'articule avec l'humérus. Cette cavité se situe entre 2 tubercules nommés le tubercule supraglénoïdal et le tubercule infraglénoïdal. Les 2 autres angles sont l'angle supérieur ou crânial au niveau de la 2e côte et l'angle inférieur, surnommé la pointe de la scapula, au niveau de la 7e côte. Quant au processus épineux, c'est l'épine scapulaire qui est une saillie osseuse de forme triangulaire située sur la face postérieure, en la séparant en 2 fosses, comme nous l'avons vu, la fosse supra- et infraépineuse, et qui se prolonge par le processus acromial où la scapula s'articule avec la clavicule. Merci pour votre attention, j'espère que vous avez apprécié ce cours. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner ou à me suivre sur la page Facebook YouTube Kiné. Vous avez tous les liens en bas dans la description. À bientôt pour un nouveau cours.